L'Ouganda compte 10 millions d'habitants, dont 80 000 d'origine asiatique, ce qui ne fait que 0,8% de la population totale. Et pourtant, selon le général Idi Amin Dada, père de la nation, c'est d'eux d'où vient tout le mal. Par son décret du 9 août 1972, le général Amin a donné 90 jours aux Asiatiques non ougandais d'origine indienne, pakistanaise et Bangladesh pour quitter le pays. Ceux qui ne seront pas partis le 8 novembre seront internés dans des camps de concentration organisés par l'armée. Pour obtenir leur visa, leur passeport et les différents documents dont ils ont besoin pour partir, les Asiatiques font la queue, souvent pendant plusieurs jours. Parmi les 80 000 Asiatiques en Ouganda, 20 000 ont choisi et obtenu la nationalité ougandaise. Ceux-ci pourront rester. Mais 50 000 avaient opté pour la Grande-Bretagne, ceux-là sont bannis. Quant aux 10 000 sans-patrie, leur cas est encore plus dramatique. Ils ne savent pas s'ils peuvent rester ou s'ils doivent partir, pour aller où. Ce qui complique tout, c'est que souvent dans une même famille, le père peut avoir un passeport britannique, la mère un passeport indien. Devront-ils se séparer et avec qui les enfants auront-ils le droit de partir? Mais de quoi les accuse-t-on? De vivre totalement en marge de la société africaine, de mépriser le mode de vie des Africains, d'avoir monopolisé à 90% le commerce et la petite industrie, d'investir leurs économies à l'étranger et de ne pas avoir opté pour la citoyenneté ougandaise. Pour justifier les difficultés économiques de son pays, le général Amin a trouvé des boucs émissaires. Ce sont les premières victimes de ce qu'il appelle sa guerre économique. Tous les moyens d'information sont aux mains du gouvernement militaire. La télévision ougandaise fait partie du ministère de l'Information. Ses journalistes sont des fonctionnaires. Sur les 63 000 postes TV ougandais, 70% appartiennent aux Asiatiques, 10% aux Européens. Les Africains écoutent la radio. Les bulletins de nouvelles, qui forment l'essentiel des programmes, sont donnés dans les principales langues africaines, ainsi qu'en anglais, en arabe et en français. Pour le bulletin de ce soir, voici en détail quelques nouvelles. Le gouvernement anglais, en collaboration avec des Asiatiques, Britanniques et d'autres pays occidentaux, projette l'assassinat du président Amin avant la fin des 90 jours donnés aux Asiatiques non ougandais pour quitter le pays. Une déclaration du gouvernement ougandais dit que ce projet vise la confusion et l'établissement d'un leader agréable à la Grande-Bretagne qui garderait les Asiatiques britanniques en Ouganda. Cette déclaration renvoie au Sunday Mirror de dimanche 3 septembre qui indiquait que des troupes britanniques doivent être prêtes à défendre les citoyens britanniques en Ouganda. La déclaration appelle ce genre d'allusion un signe d'alarme donné par la Grande-Bretagne, signe qui rappelle celui jadis donné avant l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est pourquoi le président Amin a donné ordre à l'armée de l'air, à la police, aux prisons et au public de rester sur le qui-vive, épiant tout mouvement secret de troupes étrangères ou de subversion en Ouganda. Selon les informations reçues par le président, officiers britanniques, instructeurs à l'école d'infanterie de Jinja, commanderaient les troupes britanniques à cause de leur bonne connaissance du pays. C'est pourquoi le président a ordonné que chacun des officiers de cette école de Jinja soit suivi en tout et dans tous ses mouvements afin qu'il soit observé et que tout acte de nature subversive lui soit rapporté immédiatement. Si jamais quelque chose survient en Ouganda, alors les Britanniques n'en sont que responsables. Et si jamais quelque chose survient en Ouganda, cela ne peut qu'entraîner une plus grande perte de vies humaines. En Ouganda, il y a plus de 7000 Britanniques européens et tout ce monde doit être suivi
en détail et dans tous leurs mouvements. Et chaque commandant de bataillon dans chaque district doit s'assurer de leurs mouvements en enregistrant au haut quartier de commande. Et au cas où quelque mouvement de subversion survient, alors ils n'en seront que responsables. Le quartier asiatique de Kampala n'a rien d'africain, il ressemble plutôt à une ville indienne. Presque tous les commerces sont tenus par des Asiatiques qui, malgré les événements, n'ont pas abandonné leurs boutiques. Mais d'où viennent ces Indiens? Dès le début du XIXe siècle, pour étendre leur sphère d'influence, les Britanniques encouragent les Indiens à s'installer en Afrique de l'Est pour y faire du commerce et surtout pour y représenter les compagnies anglaises. En 1896, les Britanniques importent 32 000 Indiens pour construire le chemin de fer Mombasa-Lac Victoria. 7 000 seulement restent en Afrique de l'Est. Mais leur rôle est capital car ils encouragent leurs compatriotes à venir installer des boutiques le long de la nouvelle ligne de chemin de fer. C'est ainsi que naît le commerce en Afrique de l'Est. Soutenus par les Britanniques, les Indiens deviennent à la fois les intermédiaires entre les Blancs et les Noirs et les instruments de la colonisation. Aujourd'hui, les Africains ne l'ont pas oublié. Clandestinement, dans une maison anonyme de Kampala, et malgré les risques encourus, 3 Indiens ont accepté de nous apporter leur témoignage. On comprend qu'ils aient refusé que l'on filme leur visage. Avez-vous des biens ici? Oui, nous en avons. Et vous perdrez tout. Nous ne le savons pas encore, mais on nous a promis qu'on nous rembourserait jusqu'au dernier centime. Croyez-vous que ce soit possible de recevoir quelque chose? C'est difficile de le dire. Quand vous devrez partir, pouvez-vous emporter de l'argent avec vous? Non, nous ne pouvons rien emporter d'ici. Aviez-vous demandé à devenir ougandais? Oui, j'ai fait ma demande par 2 fois. La première fois, c'était avant le coup d'État du temps d'Oboté, mais nous n'avons pas reçu de réponse. On nous a dit d'envoyer une nouvelle demande et nous l'avons fait. Après le coup d'État, toutes les demandes, il y en avait environ 12 000, ont été repoussées par le gouvernement actuel. Êtes-vous né ici? Oui, et mes parents aussi. Mais maintenant, je suis devenu apatride. Apatride, comment est-ce possible? Mes parents sont nés ici avant la loi de 1914 sur la nationalité. C'est confirmé par un document britannique. Mais le gouvernement actuel n'en tient aucun compte. Par conséquent, je suis devenu apatride. Moi, j'étais automatiquement ougandais. Je n'avais pas à demander ma naturalisation. D'après la législation sur l'immigration, j'étais censé être ougandais, comme tous les autres Ougandais, comme les Ougandais africains. Pour vous, la situation est différente. Vous pouvez rester. Je ne crois pas. Je ne voudrais pas rester. Vous n'aimeriez pas. Pourquoi? Nous n'avons pas d'avenir ici. Nous subirions les brimades de l'armée, des Africains, du gouvernement, de la police. Nous en avons assez de ces gens-là. Est-ce que de nombreux Asiatiques ont déjà eu des ennuis avec la police ou avec l'armée? Un tas. Beaucoup de coups, beaucoup d'arrestations, beaucoup de chantage. Mais comment expliquez-vous cette situation? C'est seulement parce que nous sommes des Asiatiques. On a fait de nous les boucs émissaires. Il se trouve que nous sommes Asiatiques, et puis c'est tout. Toute la haine, toute la vieille haine pour les étrangers s'est tournée contre nous parce que nous avons été timides. Nous n'avons jamais élevé la voix, nous ne nous sommes jamais intéressés à la politique.
Mais si quelque chose va mal dans la politique, c'est les Asiatiques qui seront les premiers à être battus, à être arrêtés. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous défendre. Croyez-vous qu'une guerre raciale pourrait éclater? Oui, je le crois. Et pensez-vous que de nombreux Asiatiques le craignent aussi? Toute la population asiatique le craint, car s'il arrive quelque chose, on accusera toujours les Asiatiques et il y aura beaucoup de victimes. « 90% de la population ougandaise vit à la campagne. La principale ressource du paysan, c'est le café qu'il fait sécher au soleil devant sa maison. Les bananiers et le manioc qui poussent sur son terrain lui apportent l'essentiel de sa nourriture. Le coton et le cuivre sont les deux autres principales richesses du pays. Malgré les promesses des gouvernements successifs, malgré les hymnes nationalistes des politiciens, le paysan ougandais vit toujours dans la même pauvreté. Et il ne comprend pas pourquoi. Il se sent frustré. Si on lui dit que tous ces maux lui viennent des Indiens, il est prêt à le croire. D'autant plus que, dans chaque village, c'est un Asiatique qui tient le petit commerce local et qu'on accuse de faire monter les prix. L'expulsion devient la solution miracle. Ce n'est pas la première fois que des dirigeants recourent à cette méthode pour consolider leur pouvoir. Que pensez-vous de la décision du président Amin d'expulser les Asiatiques ayant un passeport britannique? Ne batufuula ekyokugyamu ensimbi zaabwe amagoba n'olwekyo bwe baba nga babagambye ne muddeeyo tebaba bakyamu era naffe tetulina kiyinza kutukaabya wadde okusaalirwa. He says that on his opinion, on my father's opinion, l'opinion de mon père est que lorsque les Indiens sont venus il y a longtemps en Ouganda, ils n'ont pas cherché à devenir nos amis, mais ils ont fait de nous leurs vaches à lait. they did not make them friends. They did not make us friends. But they made us a place where to suck money from. They have been sucking money with their pipettes. C'était le terrain idéal pour sucer notre argent avec leurs pipettes. Ils faisaient des affaires avec des prix exagérés pour extorquer l'argent de la population. Et cet argent, ils le sortaient du pays. Mon père ajoute que si le gouvernement expulse ces gens, il ne l'en blâmera pas. That if the government decides to expel these people, he doesn't blame the government to do it. Les Africains reprochent aux Asiatiques de ne vivre qu'entre eux, pour eux, de les mépriser en étalant leur supériorité, d'avoir leurs propres écoles et d'envoyer leurs enfants dans des universités à l'étranger. Exemple frappant, en 70 ans, seulement 6 Indiennes ont épousé un Africain. Et quelles sont les raisons profondes de l'exclusion sociale des Asiatiques? Les Asiatiques sont en fait beaucoup plus exclusifs que les Africains et même que les Européens. Ils se mêlent moins facilement aux autres, se fait un lien profond avec leur vie culturelle. Le système des castes pratiqué en Inde a déterminé l'attitude des Asiatiques à l'égard des Africains. Je ne dis pas que la majorité des Asiatiques méprisent les Africains, mais le système des castes est un système hiérarchique. Se demander constamment qui est au-dessus de qui peut conditionner les attitudes dans une situation sociologiquement différente. Venus ici, les Indiens ont presque prolongé le système des castes au-delà d'eux-mêmes, et ils l'ont étendu aux masses africaines qui les entourent. D'autre part, ils veillent très étroitement sur leurs femmes, bien plus que les Européens, aussi bien en ce qui concerne les mariages mixtes que les relations sexuelles interraciales.
L'Ouganda compte 10 millions d'habitants, dont 80 000 d'origine asiatique, ce qui ne fait que 0,8% de la population totale. Et pourtant, selon le général Idi Amin Dada, père de la nation, c'est d'eux d'où vient tout le mal. Par son décret du 9 août 1972, le général Amin a donné 90 jours aux Asiatiques non ougandais d'origine indienne, pakistanaise et Bangladesh pour quitter le pays. Ceux qui ne seront pas partis le 8 novembre seront internés dans des camps de concentration organisés par l'armée. Pour obtenir leur visa, leur passeport et les différents documents dont ils ont besoin pour partir à l'étranger et de ne pas avoir opté pour la citoyenneté ougandaise. Pour justifier les difficultés économiques de son pays, le général Amin a trouvé des boucs émissaires. Ce sont les premières victimes de ce qu'il appelle sa guerre économique. Les Asiatiques font la queue, souvent pendant plusieurs jours. Parmi les 80 000 Asiatiques en Ouganda, 20 000 ont choisi et obtenu la nationalité ougandaise. Ceux-ci pourront rester. Mais 50 000 avaient opté pour la Grande-Bretagne, ceux-là sont bannis. Quant aux 10 000 sans-patrie, leur cas est encore plus dramatique. Ils ne savent pas s'ils peuvent rester ou s'ils doivent partir, pour aller où. Ce qui complique tout, c'est que souvent dans une même famille, le père peut avoir un passeport britannique, la mère un passeport indien. Devront-ils se séparer et avec qui les enfants auront-ils le droit de partir? Mais de quoi les accuse-t-on? De vivre totalement en marge de la société africaine, de mépriser le mode de vie des Africains, d'avoir monopolisé à 90% le commerce et la petite industrie, d'investir leurs économies à